Bonjour à tous et à toutes. On est la semaine du 3 janvier et comme vous pouvez le voir, on a fêté la galette des reines aujourd'hui. Et pour la chronique chorégraphique du jour, c'est Virginie qui va démarrer en beauté cette année 2022. Meilleurs vœux à tous. C'est parti. Donc, aujourd'hui, dans la chronique engagée, je vais commencer par vous introduire la femme que j'ai choisie. Et aujourd'hui, elle s'appelle Tu Yoyo. Donc, elle est née en 1930, elle a 91 ans. Et donc, elle est pharmacologue et chimiste chinoise. Et on lui doit toute notre reconnaissance pour avoir découvert l'artémisinine, qui est donc utilisée pour le traitement contre le paludisme. Elle l'a découvert, elle et son équipe. Donc, elle a commencé par des études en pharmacie, en phytochimie et d'herboristerie. Et on va dire, vraiment ce qui fait qu'elle a sa particularité, c'est d'avoir cette double médecine qui est à la fois la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi celle qui est occidentale. Et donc, avec ce bagage-là, elle a été appelée en 1960 à être la directrice d'un groupe de recherche pour justement trouver un traitement contre le paludisme. Et donc, c'est après de longs efforts, c'est qu'en 1971, qu'elle et son équipe a réussi à trouver le premier test avec un taux d'inhibition à 100%. Et donc, elle et deux de ses coéquipiers se sont portés volontaires en fait, pour faire les premiers essais cliniques. Et le fait aussi qu'à cette époque, il y avait de nombreux fabricants de médicaments qui ne les soutenaient pas du tout. Et donc, c'était eux, en fait, avec leur équipe, qui ont dû eux-mêmes extraire en fait, de l'Artemisia annua dans leur propre laboratoire. Donc, en 2010, il y a 180 millions de patients qui ont pu être traités grâce à ce qu'ils avaient créé, donc l'ACT, qui est une combinaison à base d'artémisinine et avec un taux d'efficacité de 97%. C'est un traitement antipaludique qui est le plus efficace à ce jour et qui est le moins toxique et le moins cher, donc ce qui permet d'avoir une grande accessibilité. Le problème, c'est que quelques années après, il y a une nouvelle résistance qui a été développée. Donc, elle a repris la direction de son équipe et ils ont continué à chercher un nouveau traitement. Et donc, après 3 ans de recherche, ils ont réussi à découvrir un nouveau traitement, toujours à base d'artémisinine. Et Tuyoyo, elle a reçu de nombreux prix, et notamment le prix Nobel de médecine en 2011. Et c'est la première femme chinoise à le recevoir. J'ai noté cette citation où elle dit « Le travail était la première priorité, donc j'étais tout à fait prête à sacrifier ma vie personnelle » parce qu'elle avait un mari et une fille. Donc, grâce à ce portrait, on peut saluer la persévérance de Tuyoyo qui a sauvé des milliers de vies grâce à cette découverte avec son équipe de recherche. Je vais ensuite vous parler de Cookie Factory, qu'on peut inscrire dans l'un de nos sentiers de transition, qui est celui de la robotique et de l'intelligence artificielle écoféministe. Donc, c'est un plugin qui a été initié par l'UNESCO. Donc, vous savez qu'en fait, quand vous acceptez des cookies sur un site internet, en fait, vous laissez des traces. Donc, ce qui va nourrir des algorithmes de recommandation. Et tout ça, toutes ces données, en fait, sont analysées par des intelligences artificielles qui vont ensuite permettre de vous cibler publicitairement. Et on connaît tous l'affaire de Cambridge Analytica avec l'élection de Donald Trump. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'UNESCO, le 24 novembre dernier, a adopté une loi, enfin, pas une loi, mais une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ils sont en train d'écrire un projet de texte. Et je vais vous parler de cette extension de Chrome qui est hyper intéressante et qui va donc sensibiliser à ces notions de cookies invisibles. Alors, Cookie Factory va vous demander en fait d'accepter
de sauvegarder vos cookies pour en fait ensuite les remplacer par des faux cookies en fonction du type de profil que vous allez créer. Donc, vous avez tout type de profil, profil d'un amateur de vidéos, de chat, enfin voilà, on peut imaginer tout plein de choses. Et vous pouvez vous-même créer votre propre profil. Et l'idée, c'est de tromper le système et de les remplacer par d'autres faux cookies. Et donc, cette expérience est vraiment, est faite par de l'animation et graphiquement assez ludique, ce qui permet en fait de sensibiliser les personnes sur cette notion de cookie invisible. Et en fait, vous allez voir que quand vous allez télécharger ce plugin, toutes vos publicités vont être ciblées en fonction du type de profil que vous serez. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième projet fait par Samsung, qui donc à la base pose cette question. Et si la technologie leur donnait une chance d'inclusion? Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le sentier de transition handicap et inclusion. Et c'est une initiative de Samsung en 2018 qui a donc créé la première application qui permet aux personnes autistes de pouvoir manager leur restaurant en fait par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de créer une pizzeria en Italie et de pouvoir leur donner des missions comme prendre des commandes, faire des pizzas. Et l'idée, c'est que grâce à cette interface, en fait, il y a le père de ce jeune homme qui dit dans la vidéo que en fait, son fils, en Italie, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de la majorité, ils perdent énormément à l'âge de la majorité, ils perdent toutes les aides de l'État. Donc, ils ont plus. En fait, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus travailler et avoir leur propre indépendance. Et donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être en fait, voilà, indépendants. Et il y a cette notion de dignité qui est en jeu aussi. Et donc, grâce à Samsung, en fait, ils ont créé une interface qui était en fait simplifiée pour que les personnes autistes puissent en fait mieux en fait leur donner confiance, avoir des icônes et des couleurs et des formes. En fait, toute l'expérience utilisateur est fait en sorte que ils puissent prendre confiance et devenir de futurs professionnels. Donc, ce projet de Samsung est intéressant parce qu'il questionne la notion d'expérience de l'utilisateur. Donc, c'est bon. Et je vais passer la main à Alma. Alors, à mon tour. Donc, moi, je vais vous présenter un truc plus expérientiel. Voilà. Je m'intéresse beaucoup sur les rêves en ce moment, depuis un moment. Et du coup, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé donc une sorte de... une idée que le musée de Londres, en collaboration avec le musée au Canada, le musée des rêves canadiens, ils avaient pour projet de regrouper tous les rêves étranges qui ont été faits lors du Covid, qui est quand même une période très perturbante. Et du coup, ils ont décidé de créer une sorte de musée, comment on dit, sur Internet, expérientiel, donc, musée style podcast, qui regroupe du coup les rêves des personnes qu'elles ont fait pendant le Covid. Et du coup, ça explore vraiment comment le rêve est un processus psychologique intégral qui nous aide à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, ouais, on peut cliquer et c'est assez court. Enfin, je peux vous faire écouter un mini extrait pas trop longtemps, mais ça ressemble à ça, quoi. Ah mince, vous n'entendez pas.
Bon, bah, je vous enverrai le lien, je vous laisserai écouter peut-être. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment donc des gens qui témoignent de leurs rêves pendant le Covid. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment des rêves qui sont extrêmement différents et on voit comment il y a un peu ce pont entre la réalité de ce que l'on vit et comment ça affecte nos rêves personnels. Donc voilà pour la première petite chronique. Du coup, je suis restée sur le thème des rêves au niveau des expériences. Un petit récap, au Palais de Tokyo, il y a donc l'exposition Ubuntu, un rêve lucide. Donc pareil, ça c'est super intéressant parce que ça parle donc il parle ça parle d'une culture sud-africaine et ce que je trouve ça assez intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont une autre perception des choses parce qu'ils ont une autre histoire. Parce que là-bas, il y a eu le colonialisme, donc les gens étaient élevés avec les 600 ans d'esclavagisme et du coup leur monde s'est construit autrement que par exemple chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Et du coup, ils ont une autre manière d'aborder les rêves que je trouve hyper intéressante et que du coup, je conseille vivement d'aller voir cette expo. Et une troisième petite expo sur les rêves, donc de Hao Shuo, qui s'appelle Rêve éveillé. Donc en gros, là, cette artiste, qui est donc une femme chinoise qui vit et travaille à Paris, elle incite le public à réfléchir sur la relation entre toutes choses à travers l'exploration de la relation entre les rêves et la réalité. Donc c'est vraiment cette idée de connexion entre la réalité et les rêves. Donc ça rebondit un petit peu avec la première référence des podcasts avec le Covid. Et pour finir, bon, j'ai pas trouvé de femme en rapport avec les rêves, donc j'ai décidé de vous parler de Théano, qui était la femme de Pythagore et qui est considérée comme l'une des premières philosophes, mathématiciennes et médecins grecs femmes. Et donc elle a fait partie de l'école pythagorienne et c'était une porte-parole donc des femmes de Crotone, donc de cette époque-là, de ce contexte-là. Et elle demandait aux maris d'entretenir avec respect leurs femmes. Et donc, grâce à elle, les maris avaient pour interdiction de battre leurs femmes et ils devaient observer une fidélité absolue. Donc bon, c'est déjà ça, on va dire, pour l'époque. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans l'école de Pythagore, il y a plusieurs femmes qui se sont jointes en tant qu'enseignantes, en tant qu'érudites. Et je trouve ça hyper intéressant qu'à cette époque-là, donc on est au moins 6e siècle, moins 7e siècle avant Jésus-Christ, les femmes, il y avait des femmes enseignantes, il y avait des femmes philosophes et il y avait des femmes mathématiciennes. Et voilà, je trouve ça hyper motivant et cool. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour ces chroniques engagées expérientielles très intéressantes. À la fois prochaine.